Et c'est parti. Voilà, j'aime bien commencer à l'heure parce que pour générer une dynamique qu'on commence à l'heure, que les gens qui sont à l'heure ne soient pas, ne soient pas, qu'ils aient des raisons de commencer à l'heure, quoi. Bon, on pourrait ne pas commencer à l'heure pour se dire bonjour et discuter un peu, mais c'est pas évident à distance. Donc, bienvenue dans ce cours numéro 8, je crois. Non, 9 même. Donc, on va faire un cours peut-être un peu théorique, un peu compliqué sur la liaison dynamique. Enfin, ça inclut transtypage et liaison dynamique. Liaison dynamique, donc un des aspects les plus importants des langages objets. Donc, lorsque vous avez une classe mère, comme par exemple animal, et les classes filles de cette classe, comme par exemple poisson, mammifère, peuvent être considérées comme des spécialisations de la classe mère. Classe fille, classe mère. Spécialisation. Le mot spécialisation, c'est le mot important, d'accord? Classe fille spécialise la classe mère. Poisson, c'est une catégorie particulière d'animal. Mammifère, c'est aussi une catégorie particulière d'animal. Donc, tout objet, pourquoi spécialisation? Parce que tout objet de la classe fille, un objet fille, un objet, une instantiation, dit plutôt, une instance de phi implémente toutes les fonctions de la classe mère. Toutes les fonctionnalités de la classe mère, d'accord? Donc on peut dire un poisson, c'est un animal. Un mammifère, c'est un animal. En revanche, mais pas le contraire. D'accord? Par exemple, un poisson, il sait nager, mais un animal, en général, il ne sait pas forcément nager. Par exemple, une fourmi ne sait pas nager. Il manque peut-être certains attributs comme des nageoires. Je parle un peu. Excusez-moi, je n'ai pas fait gaffe à laisser le tableau. Les tableaux dans le truc. N'hésitez pas à prendre le micro pour me dire des trucs si vous le souhaitez.
Ça rend le cours plus vivant. Je dis ça souvent, mais... Donc, voilà, donc être bien conscient que lorsqu'on instancie une classe, on spécifie cette classe. Donc, on est cette classe. D'accord? Je trouve que le verbe être est important. D'accord? C'est une des clés pour savoir si on utilise une interface ou une classe abstraite. On peut dire qu'un poisson est un animal. D'accord? Le verbe être. Parce que sa classe. Alors, bah donc, on pourrait déclarer. Donc, maintenant, je vais passer à un truc plus abstrait. Bon, si on déclare un poisson, on pourrait le stocker dans une variable animale. Mais je vais prendre. À partir de maintenant, bon, de temps en temps, je vais revenir à des classes concrètes, mais je vais essayer de faire un cours un peu théorique. Donc, au lieu de considérer animal, poisson, mammifère, ben, je vais considérer des classes. Comment dire, des classes qui ne veulent rien dire, d'accord, pour une fois, et qui sont abstraites. Donc, quand on déclare une classe abstraite, on met abstraite entre guillemets, d'accord. Donc, je considère une classe A abstraite et une classe B qui étend A. Donc, quand on étend une classe, ça se note comme ça, avec une flèche et un triangle comme ça. D'accord. Et qui déclare alors oui, j'ai oublié. Attends, je refais mon dessin. Donc, je considère une classe A donc abstraite avec donc il doit implémenter une certaine méthode A, d'accord, qui donc qui affiche classe A, qui affiche donc il fait que dalle. Pour l'instant l'abstraite, d'accord. J'ai du mal à démarrer. Abstraite. OK. Et donc, une classe B qui hérite de cette classe. Et il déclare le A et le B, et les deux, ils affichent, ils se contentent d'afficher le même truc, affiche classe B. D'accord? Je suis B. Bon. Très bien. Alors, donc, B, comme je disais, B est. On peut déclarer dans un programme principal, si on veut, un objet B et dire je suis de la classe B. Là, jusque-là, on n'a rien fait extraordinaire. Mais on peut aussi, si on souhaite, stocker cet objet, cette instance, dans une classe A. L'objet B, on va dire, en fait, il est une classe A. D'accord? On a le droit parce que ça spécialise la classe A. Alors, avec mon truc, on pourrait dire animal P égale nu poisson. D'accord? Un poisson est un animal, donc on peut le stocker dans un variable de type animal. Sauf que si on fait ça, ce qu'il faut voir, c'est que on ne peut plus accéder. On ne peut accéder qu'aux méthodes et attributs qui étaient déjà dans A. D'accord? Donc, on accède seulement
dans objet A, ici, on va seulement accéder on n'accède plus à B. À B. D'accord? Parce que B est défini dans grand B, mais pas dans grand A. Et comme le type apparent de objet BA, c'est A, d'accord? Le type apparent, je crois qu'il n'y a qu'un seul P peut-être, apparent de objet BA égale A. On a déclaré la variable comme étant une classe A. Donc le compilateur, effectivement, si le compilateur il analyserait en fait qu'on met un B dedans, il pourrait dire ah ben, en fait c'est pas un A, c'est un B, donc on peut appeler B dessus. Mais il ne fait pas une analyse aussi poussée. En fait, on peut démontrer que ce n'est pas possible, donc en général, je pense. D'accord. Donc, je vais vous faire des tableaux pour bien mettre les points sur les i. D'accord. Si j'appelle la méthode B sur objet B, il m'affiche je suis B. Je suis B, d'accord. Si j'appelle la méthode A, bah, il affiche aussi je suis B. De toute façon, ils affichent que je suis B, les deux. Hein. Mais si par contre, sur l'objet BA, il tente d'appeler on tente d'appeler la méthode B, là, il dit erreur. D'accord. B n'est pas défini. B, undefined, pas défini dans A. Parce que, comme le type apparent, c'est A, il ne sait pas que c'est un objet B, le compilateur, hein, statiquement. Hein. Donc, il pense qu'elle n'est pas définie. D'accord. Il donne un message d'erreur alors qu'il ne devrait pas. Enfin, alors qu'il devrait pas. Alors, on pourrait l'exécuter, mais ce n'est pas une analyse suffisamment poussée pour s'en rendre compte. Si par contre, on appelle la méthode A, là il va dire oui. Oui, je suis B. D'accord. C'est un objet qui est déclaré comme A, mais comme la méthode A, elle est définie comme j'affiche je suis B, ben, il affiche je suis B. C'est clair jusqu'à maintenant? Je vous dis des trucs. Enfin, on serre les vis à ce cours, on serre les boulons, si j'ose dire. J'espère qu'à l'issue de ce cours, vous allez comprendre un peu les TD un peu TP un peu compliqués qu'on a pu faire dans le passé, d'accord, notamment le TP sur les circuits avec les nœuds. Donc ça, c'est un premier exemple de transtypage, d'accord? Ouais, parce que au lieu de stocker une variable de type B dans une instance de B dans B, on la stocke dans A. Donc on transtype, on déclare que son type est un type mère. C'est un premier exemple de transtypage. Je vais utiliser le bleu pour la conclusion. Premier exemple de transtypage. Transtypage. Bon, maintenant, je vais parler
de liaison dynamique dans un contexte simple. Parce que les transtypages simples, je fais transtypage simple, liaison dynamique simple. Après, je vais détailler les deux, d'accord, l'un après l'autre. Alors, vous avez vu qu'on peut redéfinir, les méthodes. Même sans parler de définir, en fait, on peut définir, on peut donner, on peut définir ou redéfinir, d'accord. Une méthode dans une classe phi. D'accord. Donc, dans ces cas-là, donc, méthode A. D'accord. Donc, ça implique que le type apparent, celui dont je parlais tout à l'heure, le type apparent ne suffit pas à... Oui. Prenez le micro, parlez-moi quand je fais des bêtises comme ça. Bon, le type apparent ne suffit pas à déterminer quelle méthode appeler. 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 C'est le type réel qui détermine ça, d'accord? Donc là, mon objet BA, son type apparent, c'est grand A, son type réel, c'est B, en fait. Réel. D'accord? Qui décide. Donc, je vous montre un exemple minimal pour expliciter ça. Je considère une classe A donc avec un print, avec un A qui print, d'accord? Affiche je suis A. Et une classe B qui redéfinit A. Redéfinit A. Donc, je ne devrais pas mettre du... Je devrais faire les exemples. J'ai du mal à redéfinir. D'accord? Et dit je suis B. Affiche. Fait un printf. Hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Que
va-t-il se passer lorsque on va appeler ces méthodes? Alors, on fait comme tout à l'heure, on déclare donc ouais, puis on déclare aussi un objet A. A objet A égale nu A. On va faire comme tout à l'heure. Je vais faire ça. On va faire B objet B égale nu B, A objet B égale nu B, puis on fait aussi A objet A égale nu A. D'accord? On a trois objets. Alors, si je fais, on va considérer objet A.A. Ben là, ça va afficher je suis A. Maintenant, si on fait objet B.A, ça affiche je suis B. Et à votre avis, maintenant, je vous pose la question, si je fais objet BA.A, ça va afficher quoi? Objet BA, c'est un. Il a le type apparent, il a le type apparent de A et le type réel de B. D'accord, le type réel, en fait, c'est B puisque j'ai fait un new B. D'accord, le type réel de l'objet B, A, c'est B. Donc, comme je dis que c'est le type réel qui décide quel méthode va afficher, quand je vais appeler l'objet BA.A, ça va afficher quoi? Oui. Bravo, Milan, on a gagné la compétition. Ça va afficher je suis B parce que, comme je dis, ça dépend juste du type, ça dépend du type réel. D'accord? Donc, vous avez déclaré, bien que le type apparent soit d'objet BA soit A, d'accord? Comme son type réel, c'est B, quand je fais objet BA.A, d'accord, ça affiche la méthode, ça s'appelle la méthode A de B. C'est le type réel qui compte. Donc, en résumé, le résumé de l'objet BA. Ouais. Donc, objet BA a été transtypé donc, transtypé vers A, donc type apparent A. Mais en fait, c'est un B, d'accord? Mais ça, on peut pas le savoir à la compilation, d'accord? On ne le sait pas statiquement. Alors, statiquement, ça veut dire, ça c'est un truc, un réflexe que vous devez avoir. Je souligne ce mot, c'est un mot important. C'est-à-dire qu'on ne le sait pas à la compilation. Statiquement, ça veut dire à la compilation. On va le savoir. On va le savoir, on le sait à l'exécution.
Donc, ça se dit dynamiquement. Dynamiquement. Ça signifie à l'exécution. C'est à l'exécution qu'on va pouvoir avoir accès au vrai type. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'on appelle, donc c'est juste à l'exécution qu'on saura quelle méthode appeler. D'accord. Et ça, on appelle ça liaison dynamique. C'est ça qu'on appelle liaison dynamique. D'accord. Liaison, c'est qui qu'on appelle, quel code appeler sur A. D'accord. Hein, on fait un appel A. Bah oui, c'est bien beau, mais ça va correspondre à je suis A ou je suis B. C'est quel code? C'est celui-là qui va s'exécuter là ou c'est celui-là? D'accord. Ben ça, on le décide. Décider à l'exécution. D'accord. Donc, ça veut dire que faut qu'on stocke le type des variables dans un langage d'objet. En fait, le type d'une variable doit être même stocké avec la variable. Parce qu'on ne sait pas, a priori, quand on a une variable, de quel type elle est. Donc, il faut le stocker, cette information. C'est un peu compliqué, la liaison dynamique. Donc, on va faire en fait 2 TP dessus. Le TP de cette semaine et le TP de la semaine de Pâques. J'en profite pour vous dire, hein, je vous ai envoyé un mail, mais je vais vous renvoyer l'info. Hein, j'ai réfléchi sur comment organiser au mieux les semaines à venir. Il y a toujours le lundi Pâques qui nous complique un peu la vie parce qu'en plus, on n'a pas tous TP le même jour. Donc, j'ai pensé que c'était bête de faire sauter le TP pour ceux qui ont TP le mardi. Et en plus, comme j'avais fait actuellement l'emploi du temps, on aurait eu 2 TP la dernière semaine. Donc, c'est mieux, je pense, de faire de transférer les TP seulement du lundi au vendredi, parce que vous êtes libre le vendredi, la semaine de Pâques. Donc, vous aurez TP. Ceux qui ont TP le lundi, ils auront TP le vendredi. Ça correspond au groupe 1, 8 et 9. Et on fera un deuxième. On fera le premier TP sur les gens dynamiques et on fera le deuxième après la rentrée. On aura une semaine sans cours, mais j'ai calculé pour que ça tombe bien. On fera 2 TP sur les gens dynamiques. C'est les TP qui sont vraiment bien. C'est des bons TP. Enfin, la semaine de la rentrée sera un TD, ça sera un TP. Enfin, un TD et un TP sur la liaison dynamique. Pour bien comprendre ça. C'est vraiment le truc le cœur du langage d'objet. D'accord. Il faut bien comprendre ce truc-là. Tant que vous n'avez pas compris ça, vous êtes un peu, comment dire, dans le brouillard. Hmm. Hmm. Ok. Bien. Donc, en fait, ce qui fait statiquement, ouais. On va voir en détail, d'accord? On va voir en détail comment ça se passe. On va regarder en détail. Mais avant de voir ça en détail, enfin bon, je suis le fil de mon cours que j'ai quand même. Ça se fait en 2 phases. Déjà, je vous dis ça maintenant, d'accord? Phase 1,
D'accord. Pour chaque appel, donc par exemple de A, donc le compilo calcule la famille des codes possibles. La famille des méthodes applicables. D'accord. Donc, si j'ai un objet comme l'objet BA de type A, alors la méthode A, ça va correspondre soit à celle-là, soit à celle-là, d'accord? Donc, il va stocker ces deux-là. Il ne saura pas laquelle appeler tant qu'il n'aura pas le type réel. Donc, ce calcul, ça fait calcul possible sur le type apparent, d'accord? Ce calcul, euh, ça utilise le type apparent. Le type apparent. Pardon. Il y en a un qui aime bien le C++ là-dedans. Je ne connais pas C++, donc je ne peux pas statuer sur cette question. D'accord, phase 2. D'accord. Avec le type réel à l'exécution. Le type réel détermine un élément dans cette famille. Comme ça, si vous voulez, on repousse à l'exécution le plus tard possible. On fait le maximum de boulot à la compilation pour ne pas ça prendre de temps à l'exécution. À l'exécution, on n'a plus qu'à choisir parmi un sous-ensemble de codes possibles. C'est ça l'idée. Donc, on a vu plusieurs exemples de légion dynamique déjà. Donc, je vais passer en revue quelques exemples qu'on a vus. La semaine dernière, on a fait TP sur quoi déjà sur les. Il me semble qu'il y avait un exemple de redéfinition la semaine dernière, je ne m'en souviens plus. Bon, j'ai identifié 2 exemples, 3 exemples. Quand on a fait le TP, le premier exemple, c'est quand on a fait le TP sur les circuits. TP circuit. On avait une classe nœud. Et puis abstraite. Déclarer une méthode valeur. Et qui envoie un entier. D'accord. Et puis on avait entrée, sortie. Non, entrée, constante. Addition, etc. Multiplication. Tous, ils héritaient de cette classe. Et tous, ils avaient leur définition de valeur. Alors, c'était l'entrée du circuit. Ici, une valeur, c'était une constante, d'accord. Ici, la valeur, c'était
l'addition. Vous avez tous leur définition de valeur. D'accord. Alors, quel est l'intérêt de ce setting-là? Ben, au niveau du circuit, on va considérer la classe mère, parce que tout ce qu'on sait, c'est qu'on a un ensemble de nœuds. D'accord? Le circuit, il a un ensemble de nœuds. On présente ça comme ça, d'accord? Donc, il va pouvoir itérer sur tous les nœuds, et même s'il ne sait pas à son niveau, si pour chaque nœud qu'il considère si c'est une entrée, une constante ou un add ou un mut, il peut quand même appeler la méthode valeur dessus. D'accord? Enfin, d'ailleurs, il n'itère pas sur ce nœud. Enfin, il itère sur ce nœud, c'est pour calculer le nombre de portes ou des trucs comme ça. Pour le calcul, il itère juste que sur le nœud de sortie. Hein. Mais bon, on peut considérer que c'est une sorte d'itération aussi. D'accord? Et voilà. Les deux lorsqu'on a un nœud, d'accord, lorsqu'on a un nœud add, par exemple, les deux entrées de add, on va pouvoir appeler la méthode valeur dessus, même si on ne sait pas si c'est des entrées, des constantes ou encore un nœud add, etc. Donc, on appelle la méthode valeur sans savoir à quel code ça correspond. C'est que pendant l'exécution, on saura pour chaque porte quelle porte exactement c'est. Et déclencher le code approprié. D'accord? Pour un autre exemple, dans le partiel, je reste sur le même tableau. En fait, c'est peut-être plus simple parce que si je change de tableau, je perds tout mon. Je vais changer de tableau dans un moment. Là, mais dans le partiel, vous aviez vaisseau, vous avez course. C'est un peu pareil. Et ce setting-là, on retrouve très souvent. Course utilise un ensemble de vaisseaux. Alors, qui est une classe abstraite. D'accord, comme d'habitude. Et après, vous avez différents vaisseaux. Vous avez celui de Anakin, vaisseau Anakin. D'accord, vaisseau Obi-Wan. Et puis le méchant, les monstres. Tous, ils ont leur définition de vitesse, calcul vitesse, d'accord? Tous, ils héritent de vaisseaux. Ce sont tous des vaisseaux. Le vaisseau du monstre est un vaisseau. Le vaisseau d'Anakin est un vaisseau. Donc, c'est les sous-classes. Tous, ils ont leur définition de calcul de la vitesse, d'accord? Parce qu'ils calculent leur vitesse différemment. L'accélération, excusez-moi. C'est en fait l'accélération qui change. Hein. La vitesse ouais. Accélère. Ça se trouve, je me suis trompé dans le corrigé encore. Tous, ils ont une accélération qui est différente. D'accord. Il y en a qui ont une accélération nulle, c'est la vitesse des monstres. D'accord, on peut carrément l'écrire ici, ça renvoie à 0 finalement. Donc la vitesse ne bouge pas. J'ai dû me tromper en fait, encore une fois, je fais souvent des erreurs. Je m'en excuse. Il y en a un, son accélération, elle dépend c'est Anakin, ça dépend de Obi-Wan, et puis voilà. Et donc, ici, on va déclarer la méthode accélère comme étant abstraite. D'accord. Dans l'objet course, on va pouvoir itérer sur tous les vaisseaux et updater leur position chaque vaisseau en appelant la méthode accélère, on update la vitesse, on update la position. C'est pareil que pour le circuit, d'accord. On a souvent ce schéma-là.
OK. Et puis, j'ai un troisième exemple dans le cours, là, c'est dans le démineur. On pourrait implémenter ça différemment. La classe case, en fait, on l'a défini clic gauche, ce qui se passe dans le clic gauche. D'accord, ça fait un certain code. On peut mettre le code OK. Le code où ça calcule, le nombre de voisins, d'accord, sans ce code-là, d'accord, dans le démineur. Et après, on peut faire une autre classe, la classe piégée, pour une classe piégée, où là, dans le clic gauche, on va dire, on va redéfinir clic gauche, on va dire perdu. Code perdu, alors je sais pas, on sort du jeu, on dit t'as tiré sur une mine, t'as perdu, d'accord. Donc, parce que la méthode est redéfinie, quand on va faire un clic gauche sur une case qui est piégée, ça aura un comportement différent que sur les autres cases. D'accord, et on va sortir du jeu. Donc, je continue. Bon, je change de tableau. C'est clair jusqu'à maintenant. J'arrive pas à lire après phrase 2. Attends, mais prenez le micro pour me parler. Je, je suis désolé, mais je suis concentré à vous expliquer les trucs à la tableau blanc. Je ne regarde pas le chat tout le temps. Donc, si vous voulez, en plus, quand vous parlez, c'est enregistré dans le cours. C'est mieux pour ceux qui réécoutent après le cours et ça fait plus de sens, d'accord? Prenez le micro, vous me parlez. Phase 2 à l'exécution, le type réel détermine un élément dans cette famille. Mais je vais revenir là-dessus, de toute façon. Je vais revenir maintenant en détail. Là, je vous ai expliqué les trucs en gros. Maintenant, je vais vous expliquer plus en détail pour que vous ayez une compréhension fine de ce qui se passe. J'essaie de vous amener un peu plus loin, un peu plus, prendre un peu de recul pour qu'ensuite euh, ça devienne, plus. Euh, ok, donc appel de méthode et liaison dynamique en détail. Donc, je fais la partie 2 là. Après, je vous mettrai un support de cours hein, sur le. Donc, appel, méthode et liaison dynamique en détail. Dynamique en détail. Yay. Il va afficher B, je pense. Yay. Donc, quand on écrit un appel méthode, on écrit toujours x.f de y, d'accord? Ça, c'est l'objet dont on déclenche une méthode. Sur lequel on déclenche, sur lequel on appelle. D'accord, ça c'est non méthode, la méthode. Ça c'est les paramètres. Alors ça, on appelle ça les paramètres explicites. Oui, les arguments en fait plutôt. Paramètres A. Ouais, les arguments. En général, on appelle ça plutôt arguments, nous, dans notre vocabulaire, les arguments de fonction, d'accord. Mais l'appellation, comment dire, l'appellation officielle, formelle, c'est paramètre explicite.
Pourquoi on appelle ça? Alors, il peut y en avoir plusieurs. Il peut y avoir Y1, YN. Explicite. Parce qu'on est obligé de le marquer, cela. D'accord? Tandis que celui-là, on l'appelle paramètre implicite. Pourquoi? Parce qu'il peut ne pas être écrit. D'accord? D'accord? Ça peut être 10, auquel cas on peut ne pas l'écrire. Ça peut être 10. Donc, auquel cas on peut ne pas l'écrire. Auquel cas on peut l'omettre. On peut ne pas l'écrire. D'accord? C'est pour ça qu'on dit que c'est implicite parce que on peut ne pas l'écrire. D'accord? Si on écrit, on écrit à ce moment-là f de y. Et ici, il y a un sous-entendu 10. 10. D'accord? Sous-entendu, c'est-à-dire implicite. OK. Donc, on appelle C la classe réelle de l'objet X. Alors, soit C, on note C, la classe réelle de X. Alors, on détermine la liaison dynamique en 4 étapes. Étape 1. Donc, liste de tous les méthodes qui s'appellent F se trouvant. Liste des méthodes appelées F. F, donc du même nom, se trouve donc dans C, bien dans un ancêtre de C. Oui, une question. Dans une superclasse de C. D'accord? Une superclasse, c'est soit la mère, soit la grand-mère, soit l'arrière-grand-mère. D'accord? Ancêtre. Ça, c'est égal à ancêtre. D'accord? La mère, la grand-mère, ça peut être la mère de la mère, la mère de la mère de la mère, etc. Il peut y en avoir arbitrairement beaucoup. 2. On enlève les méthodes dont la signature ne correspond pas. On filtre seulement
les méthodes dont la signature correspond. D'accord. Après, je donne un exemple pour illustrer tout ça, d'accord. Private statique final. Si il existe un F. Ah oui, là il faut préciser que là, dans le classe, et en plus, il faut préciser ici que avec déclaration publique, avec public ou protected. D'accord? Parce que si c'est privé, ça ne pourra pas être accessible. Protected. Protected. S'il existe F, s'il existe avec private statique final, private statique final, eh ben, on la garde. On l'invoque. Invoquer une méthode. On invoque les dieux, on invoque une méthode. Donc, c'est le contraire de public protected. C'est statique final, private statique final. Si on trouve une méthode là-dedans, dans cette liste avec private, ça veut dire que ce n'est pas l'entrée, ça veut dire que c'est soi-même, d'accord? Sinon, on cherche le F de l'aïeul le plus proche. L'aïeul, je ne sais pas comment ça s'écrit, du grand-parent le plus proche. On regarde d'abord la mère. On regarde d'abord soi-même. Ensuite, on regarde sa mère. Ensuite, on regarde la grand-mère, etc. Ah, c'est un peu laborieux. Ces trucs-là, je ne sais pas. Il faut les comprendre. On peut les apprendre par cœur, mais c'est mieux de les comprendre que de les apprendre. Alors, pour le comprendre, je vais considérer un cas particulier. Je considère un exemple, d'accord? Donc, je vais considérer une hiérarchie de classe qui a été étudiée pour illustrer ces quatre. Yes. Alors, voici la dite hiérarchie. Donc, j'ai d'abord une classe A avec une méthode donc A qui prend un entier et une méthode A qui prend un caractère. Et c'est écrit, moi je vais mettre ça en noir, tiens. Ça écrit tout simplement A plus le paramètre, d'accord? Ensuite, il y a une classe B qui hérite de A et qui définit une fois de plus, un A qui prend un entier et qui affiche B plus l'entier.
Ensuite, j'ai une autre classe C qui est en A, avec un A qui prend donc un entier et un A qui fait que dalle. C'est bien, les flèches d'héritage, on les dessine comme ça, avec un triangle vide et tout ça, une flèche, d'accord, on ne les dessine pas. Il n'y a pas de trait, hein, c'est pas. Dans le partiel, j'ai eu beaucoup de trucs comme ça avec juste un trait, ou j'ai eu des trucs avec une flèche dans l'autre sens. Alors, je fais des barèmes, j'ai fait un barème très précis où je ne tiens pas compte de si comment dire, ça coûte des points, mais pas beaucoup, ça coûte genre un quart de point sur toutes les flèches. D'accord. C'est pas que je veux punir les gens qui font mal, mais je veux plutôt récompenser les gens qui font bien. Oui. Donc là, il faut faire comme ça. OK. Et après ça, j'ai encore deux classes. D'accord. Que je vais écrire là pour avoir de la place. Donc, j'ai une classe D, une fois de plus, qui déclare un entier N. Alors, tous, ils font le même truc, c'est-à-dire qu'ils affichent le nom de la classe, d'accord, plus le paramètre. Celui-là, il affiche juste la classe qui n'a pas de paramètre. Celui-là, il affiche le nom de la classe plus N, d'accord. Et enfin, j'ai la classe E qui bêtement me déclare une autre fonction avec un autre nom. B. Oui, ça c'est la classe E. OK. Donc, elle affiche la classe E plus quantier. OK. Une belle petite hiérarchie pour essayer d'illustrer tous les cas possibles qu'on a vus juste à l'instant. Alors, on fait la liste des méthodes appelées F. Ah, ça veut dire que il y a celle-là qui n'est pas considérée parce que ça s'appelle B, d'accord? Ah oui. Alors, attendez. À la fin, qu'est-ce que je fais? Je déclare un objet E, un objet que j'appelle pas E, et je l'instancie avec E. Et je fais donc obj.a de 3. J'appelle A de 3. Question, ce A-là, d'accord, il va être relié à laquelle de ces méthodes? Celle-là, celle-là, celle-là ou celle-là, d'accord? D'ailleurs, ce n'est pas celle-là, pourquoi? Bah, parce qu'elle s'appelle B, d'accord? Celle-là, elle s'appelle V, donc ça va pas être celle-là. Hein. Donc, je considère les autres. Alors, dans une super classe, il faut que je considère juste les super classes. D'accord? Les méthodes qui sont soit dans C, soit dans une super classe de C. Bah, B, ce n'est pas une super classe de C. De E, excusez-moi. Les super classes de E, c'est celle-là et celle-là. Il y en a trois. A, C, D. Et B, ce n'est pas une super classe, d'accord? J'enlève, ce n'est pas une super classe. Enfin, c'est plus précisément, en fait, c'est cette définition. Je devrais être la croix plus précisément, d'accord? Plutôt que je fais une grosse croix bordélique, là, je devrais barrer la méthode. D'accord? Je barre. Voilà que là, je barre la méthode. Je ne considère pas la méthode A de B parce que ce n'est pas une super classe. Ce n'est pas une super classe de E. Allez, super classe de E, c'est E, la mère de E, la grand-mère de E, l'arrière-grand-mère de E. Il faut remonter toujours. Bon, il ne me reste plus que 3. Il ne me reste plus que 3. Donc, qu'est-ce qui reste en lice? En lice, il reste donc celle-là. Je vais préciser les flèches, d'accord? Il reste celle-là,
celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Il me reste 5 quand même, d'accord? C'est des méthodes qui s'appellent A et qui sont définies dans une superclasse. Step 2, on filtre seulement les méthodes qui sont dont la signature correspond. Organisation d'enfer. Step 2. OK. Eh bien, la signature, c'est quoi? La signature de mon appel, c'est un paramètre entier. Alors, quand on dit signature, on considère cette fois-ci le paramètre explicite. Juste, d'accord? Parce que finalement, le paramètre égale un entier. Finalement, le paramètre implicite, la classe, c'est ce qu'on a considéré en regardant les superclasses. Parce que E est un D, E est un C, E est un A. Donc, le paramètre implicite, on a dit un poisson est un animal, un E est un D, un E est un C, un E est un A. Donc, l'objet implicite, c'est peut être un D, un C ou un A. Ce que je suis en train de dire, c'est que finalement, de considérer juste les superclasses, ça revient à considérer le paramètre de la signature, dans la signature, le paramètre explicite. Maintenant, on regarde dans la signature les paramètres implicites. Quels sont ceux qui n'ont pas un paramètre entier? Ben, ça, c'est un paramètre caractère. Donc, je l'enlève de la compétition. D'accord? Ça, c'est un paramètre. Ça n'a pas de paramètre. Je l'enlève de la compétition. Ça, c'est un paramètre entier. Ça, c'est un paramètre entier. Il m'en reste 3. D'accord? Celui-là, celui-là et celui-là. Il me reste ces 3-là. Alors, lequel je prends maintenant? Alors, ah oui, il faut regarder, j'ai oublié de dire, il faut regarder s'il y a un F avec un private, un statique ou un final. Alors, excusez-moi, j'ai oublié de dire c'est quoi les statiques, c'est quoi les finales. En fait, celui-là, on ne l'a pas considéré parce qu'il était private. On l'avait déclaré private. Il faut mettre un moins dessus. Quand on met un moins en notation, ça, je ne l'ai pas trop insisté là-dessus. En UML, quand on met un moins, ça veut dire private. Quand on met un plus, ça veut dire public. Et dièse, ça veut dire protected. Donc, il y a celui-là était private aussi, on s'en fout. Non, enfin, celui-là était private. Donc, comme le A est private, en fait, on ne va pas le considérer. Parce que dans les superclasses, il faut considérer juste ceux qui sont en public ou en protected. Donc, celui-là, il faut le camp aussi. D'accord, j'ai oublié de dire ça. Parce que il faut le camp aussi parce qu'il était private. D'accord. Donc, maintenant, il ne me reste que 2 en lice. D'accord. Et là, je considère. Alors, je n'ai pas de private. D'accord, statique final. Si j'avais un private, ça voudrait dire qu'il est défini dans la classe E. Parce que sinon, je ne l'aurais pas considéré. Le private de A, je ne le considère pas. Ça c'est une mention qui porte juste là-dessus. Donc, lequel je choisis dans C et D, à votre avis? Je pose la question pour faire participer un peu. Ouais. 3 méthodes. Braimberg, celle de D. Il a déjà répondu depuis 4 minutes, monsieur Corentin. Celle de D parce qu'elle est plus proche. D, c'est la mère, C, c'est la grand-mère. Donc, c'est celle-là que je vais considérer à la fin. Ouais, je vais doucement. Hein. Je m'excuse pour ceux qui comprennent vite. Hein. Je vais doucement parce que je trouve que c'est quand même pertinent de traiter un exemple tranquillement. D'accord. Là, c'est tout clean, c'est tout clair. Vous êtes tout content, vous comprenez tout ce que je raconte, mais je suis assez sûr que. Je suis assez sûr que si je pose des questions comme ça en examen, ça va être moins limpide, quoi.
Alors, en fait, ce que j'ai dit tout à l'heure, ouais, je joue ça sur le tableau. En fait, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que il y aura deux. Pour aller vite, on fait deux phases, d'accord? Pour chaque appel, le compilo calcule la famille des méthodes applicables possibles, suivant le type réel, d'accord? Elle ne veut pas savoir le type réel, mais elle peut prédire, d'accord? Donc, par exemple, euh, donc si un objet de type apparent, si par exemple le type apparent est E, donc c'est le cas présent. On a le type apparent, oh, je vais quand même rester là-dessus, parce que sinon je ne vais pas pouvoir illustrer. Je considère toujours cet appel-là, d'accord? Le type apparent égale E. On a quand même un type apparent, hein. Type apparent égale E. D'accord? Donc, on va calculer à l'avance, finalement, en fonction du type réel, qu'est-ce qui peut se passer? Quels sont les cas possibles? Donc, alors pour la classe E, euh, ben, la classe E, elle peut, si on appelle ce qu'on vient de voir, c'est qu'un appel. Ouais. Il faut reciter la table des méthodes de la classe réelle de X. Ouais, ouais. Table des méthodes. Ouais. On calcule, donc on précalcule. On précalcule. Donc, en fonction de la classe réelle. D'accord? Quelle méthode correspond? Quelle méthode est appelée pour chaque signature? Pour chaque signature. Donc, pour la classe E, ce qu'on vient de calculer, c'est que si on fait A de int, d'accord, ça va être le D de point A qui sera appelé. D'accord? Ça, c'est ce qu'on vient de calculer. Maintenant, si on n'utilise pas de paramètres, ça va être la méthode de C. Il n'y a pas de paramètre, celle-ci. D'accord? Si on a un char, ben, ça va être le A, celui-ci, qui sera le char. Et si on a un B, d'accord, ça va être celui-là qui est privé. D'accord? Celui-là était privé, mais ça ne dérange pas puisqu'on a un classe E. Dans ce cas-là, ça sera celui-là qui sera choisi. Private. Ah, et ça, c'est finalement, ça c'est tous les possibilités, d'accord?
Donc, depuis, si le type est réel et E, en fait, on a ces trois appels possibles et ça va correspondre à ces trois codes possibles. Ça, on peut le précalculer à l'avance. Donc, pour ne pas avoir ça à calculer à l'exécution, on va gagner du temps. À l'exécution, on va regarder. Donc, si par exemple, j'ai. Ouais, on va regarder c'est quoi le type réel de la classe et ça va déterminer exactement où est-ce. En plus, le type réel, c'est obligatoirement un sous-type du type apparent. Donc, il y a un nombre de possibilités limité aussi pour le type réel. Donc, si j'ai la classe toujours j'ai trop de temps, en fait, je sais pas. Bon, je vous passe la classe C parce que je peux faire ça. Si j'ai la classe C, donc je vais avoir pour la méthode A, ben, pareil, C2.A. Pour la méthode A de int, je vais avoir pareil. Ah non, là c'est C2.A de int. D'accord? Parce que D, c'est plus un ancêtre de C. C'est C qui va prédominer. D'accord? Et pour la classe char, ça va être pareil. Ça va être A. Ça va être A. OK. Il y a des questions sur ce que je racontais? C'est bon. Alors maintenant, je vais rester un quart d'heure pour voir le transtypage en détail. Donc, on a vu jusqu'à maintenant le transtypage vers le haut. D'accord? On déclare une variable de type animal. D'accord? P égale new poisson. Un poisson est un animal, donc c'est OK. On change le type de poisson vers animal. D'accord? D'accord? Si A est une superclasse de B, on peut déclarer donc objet. On peut déclarer un objet BA de la classe B. Un objet B de la classe, à dire que c'est de la classe A. D'accord? Donc le type apparent, type apparent égale A, et type réel égale B. Donc, transtyper, ça veut dire modifier le type apparent. C'est ça que ça veut dire en fait, transtyper. Égale modifier le type apparent. Alors en anglais, on dit aussi casting. Typecast, il me semble. En anglais, c'est casting. Mais on peut aussi, on a vu comment transtyper vers le haut, mais on peut aussi transtyper vers le bas. D'accord? On peut aussi transtyper vers le bas.
aussi transtyper vers le bas. Mais là, il faut préciser. D'accord? Vers le bas. D'accord? On a vu vers le haut. Alors, vers le haut, on n'a rien besoin de mettre, d'accord? Vers le bas, par contre, il faut préciser, faut une notation plus précise, il faut écrire poisson. Ouais. Non, je vais faire ça avec B. Il faudrait écrire à ce moment-là. Le nouveau type, c'est B. Donc, objet BA, je vais l'écrire objet AB, peut-être. Objet AB égale. Alors, new A, en supposant qu'on peut créer A, d'accord? Je suis dans un objet DB, mais là, du coup, il faut préciser, il faut explicitement faire un casting. Et pour faire un casting, on écrit le type entre parenthèses. Là, ça a planté, ça n'a pas marché, en fait. Hein. Donc, je ne mets pas new A, je mets A. D'accord. Donc, pour que ça marche, donc A de type apparent, A. Alors, A est un supertype de B, donc pour que ça marche, il faut que le type réel de A soit un sous-type de B, d'accord, soit une sous-classe. Une sous-classe. Si vous, par exemple, objet BA, on l'a rangé dans une variable de type A, mais c'était un variable de type B. Donc, si je fais, là, je vais mettre objet BA, ça sera logique, d'accord? C'est le cas pour objet BA. Objet BA, bon, ben, si le variable B, donc on peut le transtyper. En faisant ça, en fait, on rétablit l'égalité type apparent, type réel. D'accord? Mais on pourrait aussi faire ça avec un sous-type de B, d'accord? Par exemple, un poisson-chat. Un poisson-chat, c'est un cas particulier de poisson, mais on peut le ranger dans une variable de poisson. D'accord? Donc, voilà. Donc, il faut préciser. Alors, pour que ça marche, ça peut ne pas marcher. Ah, ça peut ne pas marcher. Si ça ne marche pas, alors, donc, si ça ne marche pas, plantage de l'exécution. Et erreur à l'exécution. Dynamique, d'accord? C'est une erreur dynamique. Dynamiquement, vous essayez de caster vers B quelque chose qui n'est pas un sous-type de B, il gueule. Il va gueuler. Donc, une fois de plus, j'ai un méga gros exemple. Là. Je vais essayer de la traiter dans le temps qui m'est imparti, une partie de ce gros exemple. Donc, j'ai une classe A. Je vous mets le cours sur le campus. Tout ce que j'ai raconté, en fait, c'est écrit assez clean sur campus. Donc, je vous le mettrai sur le campus. Donc, j'ai une classe A, j'ai une classe B qui est en A. Une classe C qui est en A avec un print. Un print, donc je suis C. D'accord. Après, j'ai une classe D qui est en C.
Voilà, après j'ai static void f, une méthode du main style, donc qui prend un objet C et qui appelle la méthode print. Je peux le faire puisque l'objet est de type C, d'accord. Et puis après, je déclare A, objet A égale nu A. D'accord, B, objet B égale nu B. C, objet C égale nu C. Je crée un objet de A, un objet de B, un objet de C. Et pour finir, puis pareil pour D. D'accord, de la classe D, machin bidule. Et puis fournir, je crée un objet A que j'appelle cette fois-ci objet X de la classe D. OK, on va regarder ce qui se passe lors de l'appel, s'il y a une erreur ou un affichage. D'accord. Alors, je vais faire le tableau à côté pour. Bon, je vais le faire là. Plus de place. Bon, c'est le sprint de la fin. Je vais essayer de terminer dans les temps. Ça fait chier, je termine toujours en retard. On va analyser ensemble ce qui se passe, d'accord, sur F, sur l'appel de F, d'accord. Donc, si je fais F de objet A, d'accord, ça plante parce que A n'est pas. Bon, je vais écrire ça plus proche, c'est trop loin. F de objet A. D'accord. A, c'est un surtype de C. Il ne peut pas afficher. La fonction print, elle est définie que pour les sous-types de C, donc pour C et D. Donc, ça plante. D'accord. Il va mettre objet A n'est pas de type C. D'accord. Et pareil pour B. D'accord. B, c'est pas type C. Donc, si j'appelle F sur objet B, il met le même message. D'accord. Maintenant, si je passe un objet C, là, c'est OK. OK, d'accord. Il affiche C. Là, c'est l'appel. Là, c'est ce qui s'affiche. Ce qui s'affiche. Mon collègue Thibault aimait bien poser des questions comme ça, parce que c'est facile à noter ça en examen. L'étudiant doit écrire ce qui s'affiche. S'il est bon, il est bon. S'il n'est pas bon, il n'est pas bon. Il n'y a pas de tergiverser. Alors, sur l'objet D, pareil. Pareil, ça marche, parce que l'objet D est un C, un D est un C, donc la méthode F va s'appeler, sauf que ça va afficher C. Non, ça va afficher C. D'accord. Maintenant, si on appelle sur objet X, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, le type apparent, c'est A. Donc, ça pourrait s'exécuter, mais ça ne le fait pas parce qu'il pense. D'accord. Donc, c'est erreur de compilation, en fait. Hein. Ça, c'est erreur de compilation. Il faudrait que je dise, en fait. Hein, ouais. Donc, c'est une erreur de compilation. Erreur de compilation. Compile. Là aussi, c'est à la compile, d'accord? D'accord, c'est là, c'est à la compile. Hein. Compile. Même message, d'accord? Objet X, pas de type C. Alors qu'il est, en fait. Alors qu'il est. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour enlever l'erreur? Ben, il suffit de lui dire
Il suffit de lui dire, donc on va forcer le type, on va dire, mais en fait, tu crois que tu es un A, mais dans le fond, t'es un D. D'accord? Donc, on force, d'accord, en mettant le casting, d'accord, on force le type. Transtypage. Bon, je mets casting parce que je trouve que c'est typecast, c'est le mot anglais, puis je trouve que ça fait plus classe de parler anglais. D'accord? Oh, puis non, je ne vais pas vous perdre. Ça, c'est transtypage, d'accord? Transtypage vers le bas. Vers le bas. OK. Donc, il va écrire C, il est content. On peut aussi transtyper vers C, ça marche aussi. D'accord? Euh, c'est un surtype de D, mais comme notre truc, c'est un D, ça va aussi marcher. Alors, si on essaie de transtyper objet B, qu'est-ce qui va se passer? Non. Si on essaie de transpiter objet A, qu'est-ce qui va se passer? À la compilation, il ne gueule pas parce qu'il se dit, bah oui, C, c'est un sous-type de A, il se pourrait que mon A, ce soit un C. Donc, il ne gueule pas à la compilation, mais il gueule à l'exécution. C'est une erreur d'exécution. Alors, je le mets en rouge parce qu'il faut bien que vous compreniez qu'il y a deux types d'erreurs. Les erreurs à la compilation que vous avez donc, quand vous compilez et les erreurs d'exécution. Et les erreurs d'exécution que vous avez quand vous exécutez votre programme. Par exemple, l'erreur, attention, vous essayez d'adresser un tableau en dehors des bornes, ben, c'est une erreur à l'exécution. Erreur d'exécution, d'accord. Transtypage impossible. Alors, si vous faites F de C objet B, ben là, il détecte la compilation. Pourquoi? Parce que à la compilation, il dit, mais attends, le gars, il essaye de prendre un objet B et de le mettre dans C, mais ce n'est pas possible. Parce que C, il voit déjà qu'en fait, si le type apparent est B, on ne pourra jamais transtyper vers C. D'accord? Parce que C, ça ne peut pas être un surtype de B. D'accord? C'est un cousin, mais c'est pas un... Il faudrait qu'il soit plus haut pour pouvoir transtyper. On peut pas C, ce n'est pas un type plus haut. Pas transtyper vers le haut de B vers C. Donc, il gueule à la compilation. Là, d'accord? Il fait plus. C'est comme tout à l'heure. Hein. Ça, c'est les erreurs à la compilation. Erreur compilation. D'accord? Là aussi, erreur compilation. Mais c'est un message un peu différent. D'accord? Il dit le message, c'est euh, euh, transtypage incompatible. Alors, je ne sais pas en anglais ce que ça donne. D'accord? C'est transtypage incompatible. Alors, incompatible. Et il est capable de repérer que ce ne sera jamais possible. Alors, vous pouvez l'embrouiller, vous pouvez lui embrouiller les neurones, d'accord, pour lui dire, avant de caster vers C, je vais commencer par caster un coup vers A de mon objet B, d'accord. Et là, vous allez l'entuber, si j'ose dire, vous allez lui brouiller les neurones, il va pas gueuler, d'accord. Il va dire, il va faire le compilateur va pouvoir le repérer, il va faire une erreur à l'exécution cette fois-ci, d'accord. De plus, c'est une erreur à l'exécution.
D'accord. 36 pages, impossible. Voilà, j'ai fini. Pratiquement à l'heure. Est-ce qu'il y a des questions? Ouf. À chaque fois, je suis content d'arriver au bout de mon cours parce que pour moi, c'est toujours pas de question de M. Yacine. Merci, M. Yacine, pour votre input. Y a-t-il d'autres personnes qui n'ont pas de questions? Bon. Je reviens sur la galerie. J'éteins l'enregistrement.